des révolutions dans la manière de concevoir. Que la croissance chinoise pourrait se stabiliser. Il faut décarboner et même très vite. Comment vous expliquez ce gap à vos actionnaires? Pourquoi le facteur temps est si important dans le cadre de votre transformation? L'immeuble vert peut-il être rentable? Je suis Anna Moukanaz, partenaire en charge du bureau parisien d'Oliver Wyman. Oliver Wyman est un des leaders mondiaux du conseil en stratégie et du conseil de direction générale. Nous avons 5000 collaborateurs dans le monde et nous sommes présents dans 30 pays avec 50 bureaux. La France est pour nous un pays très important et nous y sommes près de 300 collaborateurs avec 43 associés. Nous sommes très heureux d'être partenaires du club Les Échos Engagement Responsable et ce dès son lancement. Comme vous le savez, nous accompagnons des directions générales sur des problèmes et des disruptions qui sont de plus en plus fortes. Et à ce titre, les sujets de purpose, raison d'être, et les sujets de la RSE, donc du développement durable, sont de plus en plus hauts sur les agendas des dirigeants. Et à ce titre, nous avons beaucoup de missions pour les accompagner dans cette route vers une société et une planète beaucoup plus durable. Ce qui nous a séduit dans la collaboration avec le club Les Échos Engagement Responsable, c'est de pouvoir mettre en lumière tous les trimestres, donc 4 fois, une entreprise, une institution qui fait référence en matière de RSE. Le business case de la RSE n'est plus à faire, mais c'est un vecteur d'innovation, un vecteur d'attractivité des talents formidable et un levier pour les transformations des business models des entreprises. Nous prenons cette question de manière très importante au sein d'Oliver Wyman et nous avons décidé d'être neutres en carbone dès l'année 2020. Pour notre bureau parisien, ça veut dire lutter contre le gaspillage, ça veut dire avoir des politiques de recyclage, ça veut dire utiliser moins de plastique dans les gobelets, ça veut dire aussi avoir des politiques de diversité et d'inclusion, ça veut dire aussi travailler en pro bono pour 3% de notre activité avec des associations
qui œuvrent pour l'environnement et pour une planète plus durable. Chez Oliver Wyman, nous sommes résolument optimistes sans tomber dans la naïveté. J'espère que ces rencontres seront porteuses de sens et d'inspiration pour que nous puissions tous ensemble et tout un chacun œuvrer pour avoir une planète beaucoup plus durable pour les générations futures. Je suis Nicole Degbeau, fondatrice et CEO de La Cabrique. La Cabrique est une fabrique de gouvernance stratégique et humaine et spécialiste des situations de crise en matière de gouvernance. Notre mission est d'accompagner les transformations pour relier l'économie à l'humain. Nous avons 3 principes directeurs. Réinventer des modèles de croissance en privilégiant la centralité de l'humain, réveiller le génie humain pour libérer le génie du travail et développer une philanthropie dédiée au travail. Nous avons 2 marchés, les entreprises et les personnes, et notre enjeu, notre défi, c'est de réinventer la systémie du travail. Les enjeux de la collaboration avec le club Les Échos Engagement Responsable sont de nature pédagogique. La Cabrique se positionne régulièrement à travers des publications pour questionner les pratiques de gouvernance en matière de gouvernance responsable. Nous participons aux débats et espérons qu'avec le club Les Échos Engagement Responsable, le débat sera beaucoup plus large. L'objectif, c'est vraiment que l'ensemble des individus puissent comprendre que les entreprises n'y arriveront pas toutes seules. Il faut que l'ensemble des parties prenantes soient acteurs et disciplinés et cohérents pour que nous réussissions tous. C'est une aventure qui est passionnante. Bonsoir, je suis Muriel Jazor, rédactrice en chef des Échos exécutives. Les clubs engagement responsable des Échos accueillent ce soir Pascal Demerger, le directeur général de la MAIF. Alors, le thème de la soirée est « Jusqu'où pousser raisonnablement le curseur de l'engagement sociétal ». Alors, pour cette soirée, les Échos ont 3 partenaires à leur côté que nous remercions. Donc, Oliver Wyman, cabinet international de conseil en stratégie, La Cabrique, qui est un cabinet qui accompagne les transformations pour lier l'humain, l'économie et l'humain, et qui est spécialiste des crises de gouvernance, et le Global Institute for Business and Society de l'INSEAD. Donc, dans un premier temps, je vais passer la parole à Nicolas Pett, qui est associé du cabinet Oliver Wyman. Ensuite, j'aurai un échange avec Pascal Demerger. Et puis, par la suite, avant de reprendre les questions du public, chaque partenaire pourra poser une question à Pascal Demerger. Alors, on va essayer de faire en sorte que nous allons tous nous efforcer d'être suffisamment concrets, précis et concis, de manière à favoriser les interactions. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Nicolas Pett, associé du cabinet Oliver Wyman. Merci Muriel. Une très brève introduction, d'autant qu'on a pris un peu de retard. En 3 points, je voudrais partager un constat, faire une hypothèse et puis ouvrir le questionnement pour Pascal Demerger. Le constat, c'est le constat de là où on part. On sort d'une crise sanitaire extraordinaire.
Vous avez à l'écran la cartographie des risques telle qu'elle est publiée depuis plus de 20 ans par Marsh McLennan à Davos. Et vous voyez que donc, quand on combine les risques les plus probables et les risques les plus graves, on est en haut à droite, et que les risques environnementaux, sociétaux, pour la première année, cette année, en janvier 2020, apparaissent comme étant les risques les plus importants. Autrement dit, et de ce point de vue-là, la crise sanitaire est un rappel à l'ordre. Ces risques, ce n'est pas des risques pour après-demain, on est dans des risques d'aujourd'hui. Donc, on est sur des sujets qui sont une interpellation collective. Ça, c'est pour le constat. Alors, une hypothèse. À la faveur de cette crise, l'un des mots sur lequel je pense on reviendra tout à l'heure, dont on a beaucoup parlé, c'est celui de résilience, comme une solution, un modèle pour surmonter cette crise et celles qui peut-être sont à venir. Et l'hypothèse est la suivante: et si l'engagement, et singulièrement l'engagement sociétal, était un facteur de résilience, et peut-être pas un facteur mineur, mais un facteur principal. Alors, pour illustrer cette hypothèse, je voudrais mentionner un article très intéressant qui a été publié en avril par des chercheurs de Berkeley, qui ont étudié la réaction, alors c'est pour des entreprises cotées, qui ont étudié la réaction des entreprises sur le marché en valeur, sur un échantillon de 6000 entreprises à travers le monde. Et leur conclusion, c'est que dans les 4 ou 5 facteurs qui expliquent une meilleure résistance à la crise dans la situation traversée, eh bien, l'engagement, alors sur toutes les composantes ESG, environnementale, sociale et puis la gouvernance, l'engagement est un facteur explicatif majeur qu'il formule de la manière suivante: quand on est engagé, eh bien, d'une part, il y a plus de fidélité client, donc les clients vous soutiennent pendant la crise. D'autre part, il y a plus d'engagement et de fidélité collaborateur. Et puis, troisièmement, il y a plus de confiance des investisseurs et des marchés. Donc, de ce point de vue-là, peut-être que cette dimension sociétale, mais on écoutera Pascal Demurger, est effectivement une solution à plusieurs des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et le questionnement est le suivant. Au cours des mois récents ou des années récentes, on entend parler de plus en plus d'un capitalisme des parties prenantes qui prendrait le pas sur un capitalisme des actionnaires. Ce capitalisme des parties prenantes, finalement, il serait un capitalisme dans lequel les entreprises seraient capables de penser et le court terme et le long terme, et seraient capables de penser et le financier et l'extra-financier, de penser et d'agir. Et donc, elles seraient capables de constituer un écosystème résilient, finalement, avec toutes leurs parties prenantes, avec une raison d'être, avec un modèle opérationnel différent, qui permettrait une création de valeur, un optimum de la création de valeur, qui combinerait finalement toutes ces dimensions. Alors, le questionnement, c'est: cet optimum est-il possible? Est-ce réaliste de le viser? Et il n'y a pas d'optimum sans renoncement. Alors, quels sont les renoncements qu'il faut envisager, s'il faut en envisager, et sur la partie financière, et sur la partie de l'engagement à proprement parler. Voilà le constat, l'hypothèse que je voulais et le questionnement que je voulais partager en guise d'introduction. Et Muriel, je vous redonne la main. Comment la Maïf, qui a annoncé l'an dernier sa raison d'être et puis également son intention de devenir une entreprise à mission, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, dans cette période de crise sanitaire, la Maïf manifeste justement sa résilience. Déjà, bonsoir Muriel, bonsoir à toutes et à tous. Merci Nicolas pour cette introduction. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et éclairant. J'aurais éventuellement un ou deux sujets de discussion avec vous sur d'abord l'engagement facteur de résilience et pour les raisons que vous avez dites, fidélité des clients, engagement des collaborateurs, confiance des investisseurs. C'est pas seulement une hypothèse, c'est déjà quelque chose qui empiriquement est vérifié. En tout cas, j'ai la faiblesse de croire que c'est le modèle que l'on développe depuis quelques années à la Maïf.
Et puis, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question de la recherche d'un optimum, avec une espèce d'arbitrage entre engagement d'un côté et performance de l'autre. Je pense précisément qu'on n'est pas dans l'arbitrage et que plus d'engagement crée plus de performance. Mais évidemment, on pourra en débattre. Alors, la résilience à la Maïf pendant la crise, d'abord, moi j'aime bien ce terme de résilience. Moi je crois beaucoup plus et d'une certaine manière la crise nous démontre que c'est bien le sujet. Je crois beaucoup plus à la nécessité de la résilience qu'à la recherche d'une performance financière de court terme. Et je crois beaucoup plus à la pertinence de modèles économiques recherchant une résilience par hypothèse de long terme et une pérennité de l'entreprise plutôt que la recherche d'une performance financière de court terme. Et ça change tout en réalité dans la manière à la fois de conduire son activité, mais aussi d'envisager l'engagement de l'entreprise. Alors, dans cette crise, la Maïf était... on part évidemment, quand on rentre dans une crise, on y rentre avec ses caractéristiques, ses armes, ses faiblesses, ses points forts. Et donc, nous sommes entrés dans cette crise avec ses caractéristiques. Généralement, la crise a un effet grossissant, c'est une loupe, et renforce en quelque sorte les caractéristiques des uns et des autres. Je crois que ça a été notre cas. On s'est un peu singularisé dans le monde de l'assurance, y compris en fixant d'abord un principe qui était relativement fort et qui consistait à dire tout simplement, au fond, il serait indécent de tirer un quelconque bénéfice de la crise. Je pense que ce serait indécent d'une manière générale qu'un acteur, quel qu'il soit, tire un bénéfice de la crise et donc tire d'une certaine manière un bénéfice de la souffrance des autres. Et ce serait particulièrement indécent pour un assureur dont l'objet même, dont la raison d'être d'une certaine manière, dans la mission, est précisément d'essayer de gommer pour les autres les conséquences négatives de la survenance d'une crise ou de la survenance d'un sinistre, quel qu'il soit, et que ce sinistre soit individuel ou éventuellement collectif, comme l'a été la crise sanitaire. Donc il y aurait eu quelque chose d'indécent et de paradoxal, par ailleurs, pour un assureur, de tirer un quelconque profit de cette crise. Et c'est la raison pour laquelle, si on tire le fil de ce principe, on arrive très rapidement à une décision qu'on a prise dès la fin du mois de mars, qui était de se dire, voilà, il y a une période de confinement qui potentiellement peut être un peu longue. Qui dit confinement dit véhicule au garage, et donc pas d'accident. Ça veut dire des économies pour l'assureur que nous sommes, et donc nous ne pouvons pas conserver ces économies. On les restitue à nos sociétaires en les encourageant eux-mêmes à les verser de manière solidaire à 3 causes que l'on avait identifiées en lien avec la crise sanitaire. D'accord. Donc c'est une forme de management par la confiance vis-à-vis des clients. Il y a aussi le management par la confiance vis-à-vis des salariés et je pense justement au télétravail que beaucoup d'entreprises ont découvert de façon contrainte, mais dont elles ont pu observer et analyser les potentialités. Donc, pour ce qui concerne le télétravail, est-ce que vous considérez qu'il est possible aussi d'avoir une forme responsable d'utilisation du télétravail, c'est-à-dire d'une manière qui représente du progrès aussi bien pour les salariés, les dirigeants et l'entreprise? Clairement, et c'est même indispensable. Alors, d'une manière générale, vous l'avez dit, on pratique ce que l'on appelle chez nous un management par la confiance, c'est-à-dire un management qui ne repose pas, comme trop souvent dans le monde de l'entreprise, qui ne repose pas sur l'autorité, sur le couple command and control, finalement, mais plutôt sur la motivation, l'envie, et au fond, la recherche de l'épanouissement des collaborateurs. Parce qu'un collaborateur qui s'épanouit dans son travail, si l'on sait créer les conditions pour qu'il s'épanouisse, c'est évidemment un collaborateur beaucoup plus motivé, beaucoup plus engagé. Et donc,
un collaborateur qui alimente beaucoup plus la performance de l'entreprise, la performance collective. C'est vrai pour le travail à distance, le télétravail. Je pense que c'est complètement illusoire d'avoir une approche du télétravail qui ne soit pas une approche dans laquelle on rentre par précisément cette question de l'épanouissement du collaborateur, mais qui serait une approche de, je sais pas, de réduction des coûts, par exemple, parce qu'on va pouvoir diminuer son immobilier ou la recherche, effectivement, d'économies. Je pense que ce serait illusoire et ce serait aller au-devant de bien des désillusions. En revanche, il y a vraiment moyen, je crois, de mettre en place un télétravail qui aille dans le sens de cet épanouissement du collaborateur. Évidemment, un télétravail qui repose d'abord sur le volontariat. Je n'imagine pas très bien un télétravail qui ne fasse pas tout simplement appel au volontariat. On ne peut pas contraindre les gens à travailler de chez eux et les empêcher de venir sur site. Pour moi, un télétravail respectueux de l'épanouissement de chacun, c'est aussi un télétravail qui organise un mix entre une présence sur site et donc un contact régulier, fréquent avec son environnement de travail, avec le collectif de travail, et puis la possibilité, si on le souhaite, effectivement de rester chez soi et d'être en télétravail. Lorsque le confinement a pris fin, que les premières équipes sont revenues dans l'entreprise, moi je suis allé les voir dès le 11 mai dernier, et puis dans les jours qui ont suivi, je suis allé voir des dizaines de personnes qui reprenaient le travail, en me disant, au fond, elles vont être vraisemblablement un peu stressées parce qu'on était tous inquiets pour notre propre santé, tout simplement. Et donc, je me disais, je vais rencontrer des gens inquiets, un peu fébriles, etc. En réalité, tout ce que ces personnes m'ont dit, vraiment de manière unanime, c'est d'abord et avant tout un immense merci. Merci de nous avoir autorisés à revenir sur site. C'est-à-dire que la relation était complètement inversée et ils étaient tellement heureux de revoir leurs collègues, d'être de nouveau dans un cadre qui leur est familier, qu'on voit bien que la nécessité de venir régulièrement sur son lieu de travail est extrêmement forte. D'accord. Quelle serait votre définition de la réussite d'une entreprise en termes non financiers? Pour moi, cette réussite, elle doit se mesurer évidemment à travers l'impact qu'a l'entreprise, mais elle doit se mesurer de deux manières. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'on pilote la Maïf. Elle doit se mesurer à travers l'impact de l'entreprise sur l'extérieur, j'allais dire, sur ses parties prenantes, ses collaborateurs, ses clients, et puis sur son environnement au sens large. Et elle doit se mesurer, cette performance, par précisément l'impact de ses engagements sur ses collaborateurs, sur ses clients, sur l'environnement au sens large, la manière dont ces engagements se traduisent en termes de performance, et là, cette fois, de performance pour l'entreprise elle-même, et de performance tout à fait quantitative. Et c'est exactement dans ce sens-là que nous pilotons la Maïf. On a mis en place, il y a déjà pas mal d'années, ce qu'on appelle un cadre éthique, c'est-à-dire, au fond, 4 familles d'indicateurs. Des indicateurs d'abord qui mesurent le niveau d'épanouissement des collaborateurs à travers des enquêtes, à travers des données quantitatives très objectivables et très mesurables, etc. Une autre famille d'indicateurs sur le niveau de satisfaction des clients. Une troisième famille sur le niveau d'impact que l'on a dans la société, sur des sujets environnementaux par exemple, ou des sujets sociétaux ou sociaux. Et puis, 4e famille d'indicateurs, et seulement 4e famille,
c'est la performance de l'entreprise mesurée de manière très traditionnelle, sa croissance, sa rentabilité, que sais-je. Et le fait de se servir de ces 4 familles d'indicateurs, on s'en sert en réalité dans tous les actes de pilotage de l'entreprise, sur le choix d'un investissement, sur le suivi d'une activité récurrente. Ce sont ces familles d'indicateurs qui servent pour l'accord d'intéressement, par exemple, ou qui servent pour le bonus de l'équipe de direction générale, ou que sais-je. Et on est bien dans l'idée que le modèle singulier, qui est le modèle Maïf, crée de la performance à travers l'engagement à l'égard des autres parties prenantes. D'accord. Et à ces 4 indicateurs s'ajoute aussi un Chief Mission Officer. Je crois que vous en avez un au sein de la Maïf. Oui. Alors, que fait-il? Il mesure l'impact. Quel est son rôle exact? Je dirais qu'il a principalement 3 missions. Sa première mission, qui est sans doute la plus importante, c'est au fond d'être un aiguillon pour les différentes directions, les différents services de l'entreprise. Pour nous, à la Maïf, la question de l'engagement, ça n'est pas quelque chose qui est à côté de notre activité. Et on n'est pas en mode simplement réparation, comme le disait tout à l'heure Nicolas, je crois, mais véritablement on place la question de l'engagement au cœur même de chacune de nos activités. Et donc, dans notre activité, je ne sais pas moi, de réparation automobile, par exemple, quand on va proposer de manière systématique d'utiliser plutôt des pièces d'occasion que des pièces neuves, c'est bien cette idée d'engagement environnemental, en l'occurrence, qui est à l'origine. Dans la gestion de nos actifs financiers, quand on va créer un fonds d'investissement Maïf Transition pour investir dans la transition énergétique ou dans la transition agricole en France, c'est bien cette idée d'engagement, etc. Et aucun métier, finalement, n'est pas concerné par ça. Donc, son premier rôle, c'est de travailler avec chacun des métiers de l'entreprise pour essayer de les revisiter et de voir comment on pourrait les pratiquer avec un niveau d'engagement encore plus important au bénéfice de la société, au bénéfice de l'environnement ou au bénéfice des parties prenantes, des collaborateurs, des clients, etc. Ça, c'est son premier job. Son second rôle, c'est évidemment d'animer tout ce process et d'en rendre compte. Et Maïf Entreprise à mission, ça veut dire qu'il y a aussi un comité de suivi de la mission qui est animé par le Chief Mission Officer. Et donc, il y a tout ce rôle d'animation et de transparence, au fond, sur ces sujets d'engagement et de mission, le rapport annuel, etc. Et puis, sa troisième mission est extrêmement importante. Sa troisième mission, c'est, au fond, de mesurer et même de modéliser 2 choses dont on a parlé déjà tout à l'heure. D'une part, de mesurer l'impact que l'on peut avoir dans les engagements que l'on prend. Si on a un engagement, par exemple, en matière environnementale, quelle est la mesure de cet impact? Je parlais de la gestion des actifs financiers. Par exemple, on va mesurer ce qu'on appelle la température du portefeuille d'actifs de la Maïf pour voir quelle est la contribution de la Maïf, si je puis dire, au réchauffement climatique ou au contraire au non-réchauffement climatique par des investissements plus pertinents. Donc, il y a un sujet de mesure de l'impact, et puis il y a un sujet de mesure et de modélisation, et ça, c'est extrêmement important, de l'engagement sur la performance de l'entreprise. En quoi le fait de, je sais pas, reprenons le même exemple, de préconiser l'usage de pièces d'occasion plutôt que de pièces neuves a un impact sur la performance de l'entreprise. En quoi le fait de préférer un management par la confiance et de rechercher l'épanouissement des collaborateurs et donc de leur donner plus de sens, de leur donner plus de confiance, plus de délégation, plus de responsabilisation, le fait de créer plus de bienveillance dans les relations internes, etc. En quoi est-ce que ça contribue également à la performance de l'entreprise? Et tout ça, on essaye de le mesurer et même de le modéliser pour que nous ne soyons plus demain dans simplement un arbitrage entre engagement et performance,
mais au contraire, dans plus d'engagement, crée encore plus de performance. Alors, vous avez un souci de témoigner, de convaincre, hein, vous le dites dans différentes conférences et puis également dans votre ouvrage. Et est-ce que quand vous rencontrez quand vous rencontrez des dirigeants de sociétés du CAC 40, du SBF 120 ou encore de TI, PME, comment arrivez-vous? Est-ce que vous avez le sentiment de parvenir à les convaincre? Est-ce que vous sentez les choses bouger dans ce sens-là? C'est extraordinaire comme les choses bougent. Et ça ne date pas de la crise sanitaire qu'on vient de traverser. Et d'ailleurs, ça fait quelque temps que je n'ai pas rencontré de dirigeants, sauf très récemment, d'ailleurs, ça reprend. Mais c'est incroyable comme depuis, moi je dirais 1 an, les choses bougent à une vitesse folle. En 2019, il y a vraiment eu un changement précisément dans l'esprit des dirigeants. Et c'est impressionnant le nombre de dirigeants, notamment de grands groupes, qui, au cours de l'année 2019, ont pris contact avec moi, sont venus me voir, m'ont appelé sur le thème explique-nous comment ça marche à la Maïf. Tout simplement parce que je crois qu'il y a une prise de conscience. Au fond, il y a 2 prises de conscience et ça dépend des personnes. Chez certains d'entre eux, il y a une prise de conscience que si on ne fait rien, on va dans le mur malgré tout. Hein, et on a bien vu la matrice des risques présentée tout à l'heure par Nicolas Pett. On a bien vu des risques dont à la fois la probabilité et le niveau d'impact sont extrêmement élevés, et notamment les risques liés au climat. Donc il y a quand même de plus en plus de dirigeants qui sont convaincus qu'il faut agir parce que collectivement, autrement, on va dans le mur. Et puis, il y a des dirigeants qui n'ont pas nécessairement ce niveau de conviction, mais qui, en revanche, sont convaincus qu'il y a une attente sociale, que cette attente sociale est de plus en plus forte, qu'ils ne peuvent plus recruter ou fidéliser leurs talents s'ils ne prennent pas des engagements, qu'ils auront du mal demain à fidéliser des clients s'ils ne montrent pas que leur entreprise est engagée, qu'ils auront du mal à attirer des investisseurs si effectivement ils ne prennent pas cette orientation-là. Et donc, par pure, comment dirais-je, nécessité, ils s'intéressent à la question de l'engagement parce qu'ils prennent conscience qu'effectivement, la pression sociale est de plus en plus forte sur l'entreprise. Ce dont je suis convaincu. Je suis convaincu qu'il ne sera plus possible demain, et tant mieux, de diriger une entreprise sans considérer ces questions d'engagement et sans considérer la manière dont l'entreprise se comporte. Est-ce que vous allez jusqu'à leur expliquer parce que vous insistez beaucoup sur la transformation personnelle du dirigeant, est-ce que vous allez jusqu'à leur en parler? Et là aussi, est-ce que vous sentez qu'ils sont en mesure de comprendre cela ou qu'ils ont envie de le faire? Très honnêtement, dans des échanges, j'allais dire, privés avec des dirigeants, je ne vais pas sur ce terrain-là si ce ne sont pas eux qui D'accord. Parce que je considère que mon rôle, il est plus dans le fait de les convaincre que ce modèle existe et que ce modèle économique est pertinent et performant, et de les convaincre qu'il y a un vrai risque aujourd'hui à ne pas le considérer et même à ne pas l'adopter, à ne pas emprunter cette voie. Je pense que c'est plus mon rôle de les convaincre de ça que de les convaincre, j'allais dire, d'évoluer eux-mêmes. Ça, c'est un autre sujet. S'ils veulent y venir, en revanche, je suis évidemment extrêmement ouvert, comme je le fais parfois pour d'autres publics. Je suis extrêmement ouvert pour en parler s'ils souhaitent l'évoquer, bien sûr. Alors, juste ma dernière question avant de passer aux questions des partenaires. Je sais que vous n'avez pas une clientèle d'entreprise, mais vous pouvez peut-être vous avez sûrement une idée, un avis sur le sujet. Si les pandémies telles que nous en connaissons une actuellement se multiplient, est-ce que vous pensez que pensez-vous de l'évolution du secteur de l'assurance lui-même? Est-ce qu'il va falloir vraiment tout remettre
tout refonder? Est-ce que le monde va être assurable? Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de cela? Alors, plusieurs choses. Effectivement, nous n'assurons pas d'entreprise. Nous allons bientôt assurer des entreprises à partir du 1er janvier prochain, peu importe. En revanche, nous sommes le plus gros assureur d'associations en France. Et le sujet des pertes d'exploitation se pose pour les associations. Il y en a beaucoup qui organisent des événements, des voyages, qui gèrent des crèches, des centres de loisirs, des restaurants administratifs, que sais-je, et qui, de fait, exercent une activité commerciales et qui, pendant le confinement, ont eu à subir des pertes d'exploitation. Donc, le sujet, nous le connaissons aussi à travers cela. À court terme, il y a des discussions actuellement entre les assureurs en général et les pouvoirs publics pour la définition d'un régime de catastrophe sanitaire, et même sans doute au-delà des catastrophes sanitaires, précisément pour organiser l'intervention des assureurs dans des situations telles que celles que nous venons de traverser. Avec, au fond, à l'image du régime des catastrophes naturelles, qui existe depuis 35 ans en France, à l'image de ce régime, un niveau d'intervention pour les assureurs, mais niveau d'intervention qui serait capé et au-delà duquel il y aurait une solidarité nationale et donc une intervention de l'État. Mais la question que vous posez est plus large. La question que vous posez finalement, c'est celle de la capacité de l'assurance à prendre en charge des sinistres collectifs et des sinistres collectifs qui peuvent potentiellement toucher la totalité de la population. L'assurance a été créée sur la base, au fond, d'une couverture par une collectivité d'assurés de risques individuels de chacun de ces assurés. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Le principe même de la mutualisation du risque, c'est bien que l'on mutualise X risques individuels couverts par un collectif, et plus ce collectif est nombreux, et moins la prime est élevée. On arrive dans un monde dans lequel sont apparus des risques collectifs, mais pas généralisés. Le risque... Alors évidemment, les catastrophes naturelles, mais le risque d'attentat, par exemple, le risque cyber, ce sont des risques qui peuvent toucher une collectivité relativement large sans être complètement généralisés. Et puis, on arrive progressivement à des risques qui touchent la totalité de la population. Le risque sanitaire en est un, on l'a bien vu. La moitié de l'humanité a été confinée. La totalité des Français l'ont été. Toute l'économie a été touchée. Donc, on voit bien le caractère universel du risque. Et là, on touche les limites de l'assurabilité. Et puis, demain, naturellement, il risque d'y avoir une réplication à l'échelle de ce risque-là avec les dérèglements climatiques et les risques liés. J'ai un confrère qui disait il y a quelques années, au moment de la COP21 à Paris, qui disait un monde à 4 degrés supplémentaires, et c'est quand même une perspective qui est possible, un monde à 4 degrés est un monde inassurable. Pour montrer l'ampleur des phénomènes et des conséquences en chaîne qu'il y aurait à une élévation aussi forte de la température. D'accord. Bon, très bien. Alors, nous allons passer aux questions de nos partenaires. On va commencer avec Nicole Degbo, donc la fondatrice de La Cabrique. Nicole, si vous voulez bien intervenir. Oui, bonjour à tous. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous préférez parler d'engagement plutôt que d'arbitrage. Vous dirigez la Maïf depuis 11 ans, même si vous y êtes depuis presque 20 ans, 17 plus exactement. J'ai lu votre livre, L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus, et vous expliquez quand même que vous avez eu comme un espèce de wake-up call, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez dirigé la Maïf d'une manière plutôt classique, même si l'entreprise a un engagement social ou sociétal connu depuis toujours. Et donc, moi, je pense que pour commencer, en tous les cas, il faut commencer à arbitrer. Donc, je voulais savoir quels ont été les arbitrages les plus difficiles auxquels vous avez été confrontés pour pouvoir fédérer l'ensemble des parties prenantes de la Maïf dans ce chemin de l'engagement responsable.
Ah, c'est une vaste et belle question. Alors, je ne sais pas s'il faut commencer par arbitrer, mais en tout cas, ce dont je peux témoigner, c'est que la Maïf a commencé par arbitrer. Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé quand je suis arrivé à la Maïf, ou plus exactement d'ailleurs, il y a une chose qui m'a frappé quand je suis arrivé, et puis l'autre chose ne m'a frappé qu'après parce que il m'a fallu du temps pour la comprendre. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est que précisément la question, on va dire, de l'éthique, de l'engagement et de l'éthique, se posait de manière systématique et de manière sincère, et se posait notamment dans les organes de la gouvernance de la MAIF, au sein du COMEX, de la direction générale, au sein du board, des conseils d'administration, se posait très régulièrement, quasi systématiquement, la question de l'éthique. Et donc, il y avait toujours des débats entre est-ce que cette position est, j'allais dire, clean au plan de l'éthique, et puis est-ce que cette décision va créer de la performance, est-ce qu'elle est efficace? Quand on fixe, je sais pas, un tarif par exemple, est-ce qu'il est suffisamment solidaire et donc suffisamment mutualisé, mais est-ce qu'il est suffisamment pertinent au plan commercial? Est-ce qu'on ne risque pas de dégoûter des bons risques, par exemple, qu'il est important d'attirer chez nous? Donc ça, déjà, en soi, c'était quand même un élément de surprise. Enfin, moi, je ne connaissais pas le monde mutualiste, pour être tout à fait honnête. Et le fait qu'on se pose des questions éthiques de manière sincère dans la gouvernance d'une entreprise, je découvrais, mais juste un nouveau monde. Et puis, la deuxième chose qui, rétrospectivement, me marque énormément, c'est que de manière systématique, mais vraiment systématique, parce que l'esprit humain est ainsi fait, je pense, de manière systématique, dans ces réunions, la question éthique était toujours opposée à la question économique et à la question de la performance. Et on arrivait toujours à un débat entre plus d'éthique, moins de performance, moins d'éthique, plus de performance. Et il y avait toujours un arbitrage, il y avait toujours un compromis à trouver, et un compromis, c'est toujours la même chose, qu'on soit à 50-50 ou qu'on soit à 80-20 ou à 20-80, de toute façon, la somme des deux, ça fait 100 et ça ne fait pas plus de 100. Or, précisément, ma conviction et le modèle que l'on est vraiment en train de construire et qui fonctionne, c'est qu'on peut dépasser cette somme de 100. Et on peut faire 2 fois 100 et pas seulement 2 fois 50. Et qu'effectivement, il y a moyen, par plus d'engagement, de créer plus de performance. Alors, après, quand on dit ça, on aborde, comment dirais-je, des situations qui parfois peuvent être totalement vertigineuses. Quand on se dit, par exemple, je cite des exemples qui me traversent l'esprit. Par exemple, quand on se dit, désormais, aucun commercial à la Maïf, y compris sur des métiers comme des gestionnaires de patrimoine, par exemple. On a des gestionnaires de patrimoine pour des clients qui ont une épargne un peu plus importante que la moyenne, pour les conseiller sur leur placement, etc. On sait très bien que dans ces métiers-là, d'une manière générale, les métiers commerciaux, que ce soit en banque, en assurance ou ailleurs, on sait très bien que ces métiers-là fonctionnent avec des commissionnements, et des commissionnements parfois un peu importants. Nous, à la Maïf, on considère que le plus important, c'est l'intérêt de notre client plutôt que l'intérêt de l'entreprise. Parce qu'à long terme, ce sera la même chose. Et donc, on souhaite que nos conseillers délivrent un conseil désintéressé. Et donc, forcément, on a tiré les conséquences. Et un jour, on a supprimé toute idée de commissionnement, toute idée de variable, toute idée de bonus en fonction des ventes réalisées. Vous vous retrouvez en termes de fidélisation client. On s'y retrouve énormément. Mais on voit bien que c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, oui, on sait bien que si ce gestionnaire de patrimoine, il a plus et X% sur les opérations qu'il réalise, il va être moins motivé, etc. En réalité, on va chercher des motivations beaucoup plus profondes, beaucoup plus fortes et beaucoup plus belles d'ailleurs d'une certaine manière, et on s'y retrouve complètement. D'accord. On va passer à la question de Catel Le Goulven du Global Institute for Business Society de l'INSEAD. C'est à vous, Catel.
Merci Muriel. Bonsoir Monsieur Desmurgier. Alors pour toute transparence, d'abord, je voudrais dire que la Maïf, je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que ma mère était prof et que donc ma première 4L a été assurée chez vous. Donc je suis un peu biaisée quand je viens participer à cette conversation. Ma question, elle a à voir avec la mesure dans laquelle la forme juridique de votre organisation, sa dimension mutualiste et sa forme de gouvernance, en fait, vous facilite la tâche pour vraiment avoir cet engagement sociétal poussé. Et si c'est le cas, comment est-ce que, d'après vous, peuvent faire les autres types d'entreprises pour être aussi engagés sans avoir ces attributs? Merci. Alors clairement, ça nous facilite la tâche. Ça nous facilite la tâche de 2 manières, de 3 manières même. D'abord, culturellement, la Maïf est, j'allais dire acquise, je le disais, à ces questions d'engagement, d'éthique, et donc il y a un biotope qui est extrêmement favorable culturellement. La deuxième chose qui facilite la tâche, c'est qu'en effet, la gouvernance facilite ce genre de choses. Le conseil d'administration est composé de représentants des clients, en réalité, des sociétaires. Et donc forcément, avec une vision du monde, une vision du business, une vision de l'entreprise, qui est depuis le client, depuis le sociétaire, depuis l'assuré, qui n'est pas depuis l'actionnaire. Et donc qui, naturellement, évidemment, est différente. Par ailleurs, et c'est le dernier point, le modèle mutualiste, parce que nous n'avons pas de dividendes à verser, d'actionnaires à rémunérer, parce que nous n'avons pas de cours de bourse à défendre, on peut se permettre d'avoir des objectifs de long terme, une vision de long terme, beaucoup plus facilement. Et ne pas être simplement au quarter ou au semestre, mais avoir véritablement une vision de long terme. Or, on sait bien que sur ces sujets, cette contradiction possible entre engagement au bénéfice de ses parties prenantes et performance de l'entreprise, on sait bien qu'à court terme, il y a une opposition entre les deux. Et l'endroit où cette contradiction est résolue, c'est précisément le long terme. Et si on n'a pas cette possibilité d'avoir une perspective de long terme, alors c'est beaucoup plus compliqué. Ceci étant dit, je pense que ce modèle qui fait de l'engagement la source de la performance ou une source de performance accrue, précisément parce qu'il génère de la performance sous forme de motivation des salariés, de fidélité des clients, de confiance des investisseurs, comme le disait Nicolas tout à l'heure, précisément parce que ce modèle crée de la performance, il est complètement généralisable partout, quelle que soit la structure juridique de l'entreprise, qu'elle ait des actionnaires ou pas, qu'elle soit cotée ou pas, parce que ça crée effectivement de la performance. Mais encore faut-il que la gouvernance de l'entreprise accepte d'avoir une vision un peu plus long terme et un peu moins court-termiste. Très bien, nous allons passer à Nicolas Pett qui revient nous voir pour une question. Merci Nicolas. Oui, merci Muriel. Merci beaucoup Pascal pour toute cette présentation. Je voulais vous poser une question en rebondissant sur une chose que vous avez dite, sur le fait que depuis 2019, vous voyez effectivement beaucoup de gens intéressés dans d'autres entreprises et on le voit à la fois le nombre d'entreprises qui formulent une raison d'être ou qui se préparent pour certaines d'entre elles, y compris les grandes entreprises du CAC 40, à être des entreprises à mission. Est-ce que cet écosystème d'acteurs, finalement, cette convergence, il faut y voir aussi peut-être le prélude à des collaborations, des alliances, des coalitions sur ces sujets d'engagement au-delà des frontières de votre entreprise. Donc, un engagement d'entreprise au pluriel. Moi, je le crois. Si j'ai pris la peine il y a un peu plus d'1 an, et c'est pas toujours facile quand par ailleurs on dirige une entreprise de rédiger un livre sur le sujet, si j'accepte assez régulièrement de témoigner sur cette thématique ou d'accorder quelques interviews sur le sujet, c'est bien parce que j'ai la conviction qu'il faut que nous passions à l'échelle, et qu'une entreprise ou quelques entreprises ne peuvent évidemment pas suffire pour changer les choses, mais que progressivement, nous devons, dans notre environnement, ou au-delà d'ailleurs,
convaincre le plus grand nombre d'entreprises de basculer dans un mode de fonctionnement un peu alternatif. Déjà, évidemment, il y a des échanges assez nourris entre les entreprises qui se reconnaissent entre elles, j'allais dire, hein, et placent cet engagement au cœur de leur mode de fonctionnement, y compris de très très grosses entreprises du CAC 40. Donc bien sûr, il y a déjà des échanges, des conversations, et pourquoi pas demain en faire une espèce comment dirais-je, de point de ralliement pour des sujets un peu plus business, bien sûr. Enfin, parmi les engagements que l'on prend, je ne sais pas moi, quand on prend des engagements sur, je citais tout à l'heure, notre gestion d'actifs financiers, par exemple, ou dans notre politique d'achat, clairement, on a des critères assez rigoureux de sélection des entreprises avec lesquelles on veut travailler, au sein desquelles on veut investir ou avec lesquelles on veut travailler, ou à l'inverse, des entreprises avec lesquelles on ne peut pas travailler ou dans lesquelles voilà, la continuation de ça, c'est bien, au fond, de privilégier en quelque sorte des entreprises qui ont des natures d'engagement un peu similaires pour créer progressivement une puissance collective beaucoup plus forte. Pascal, merci à vous, Nicolas Pet. Pascal Demerger, on va passer aux questions du public, si vous le voulez bien. Alors, on a une première question de Jean-Philippe Rocher, qui est spécialiste en stratégie et développement opérationnel B2B. Alors, il demande, au regard des datas qui sont de plus en plus disponibles, y a-t-il une possibilité pour un grand groupe de pousser la logique un petit peu plus loin et de récompenser des sociétaires avec une cotisation moindre dès lors qu'ils ont une démarche effective de développement durable? Et il parle de la même chose aussi en ce qui concerne l'assurance au kilomètre. Est-ce qu'une approche d'engagement responsable pourrait être prise en compte par les assureurs? Alors, l'assurance au kilomètre, c'est précisément un sujet sur lequel nous, à la fois nous travaillons et nous avons déjà des solutions en réalité. Donc, bien sûr, ce sont des sujets auxquels on s'intéresse. Bien sûr, moi, je suis complètement favorable à cette logique, au fond, de convergence d'intérêts. Hein. Et quand je citais tout à l'heure l'exemple, je le reprends, pardon, l'exemple du fait de préférer des pièces d'occasion, des pièces de réemploi plutôt que des pièces neuves, hein, pour de la carrosserie par exemple, changer une aile ou un pare-choc avec une pièce de réemploi. On voit bien le double intérêt écologique, évidemment, il est évident, mais également économique, hein, parce que ces pièces coûtent objectivement moins cher et donc que l'on réalise des économies. Après, il y a un sujet un petit peu plus technique et un tout petit peu moins évident, qui est la question de la restitution individuelle à un assuré donné ou la question de la restitution collective par une modération tarifaire un peu plus importante. L'assurance est d'abord un sujet de mutualisation du risque et avec la data, comme le suggère la personne qui a posé la question, avec un excès de data, j'allais dire, on peut aller totalement à l'encontre du principe assurantiel lui-même et à l'encontre du principe de toute mutualisation, parce que à travers la data, je sais exactement à l'individu, j'allais dire, le risque qui est encouru et il peut y avoir une individualisation totale de la prime ou au contraire d'ailleurs un refus d'assurance. Cette extrémité-là, c'est précisément celle dans laquelle nous ne voulons pas rentrer parce que le modèle mutualiste, encore une fois, est un modèle au fond de solidarité à travers un système de mise en commun des primes pour payer les sinistres de chacun. Alors, il y a une autre question du cabinet, alors c'est le cabinet Webstone, donc, qui dit, alors voilà, la question c'est, on commence à voir les grands investisseurs institutionnels orienter leur placement dans des entreprises qui s'engagent dans une économie à la fois performante, mais aussi soucieuse de protection des écosystèmes et d'une plus grande sobriété. Pensez-vous que cela va affecter visiblement les décisions d'orientation stratégique, donc les business models, des entreprises capitalistiques? Et si oui, quand et par quel mécanisme
cela va-t-il débuter? Les grandes entreprises ne vont évidemment bouger que finalement sous la pression de leur environnement, sous la pression de leurs clients qui réclameront de plus en plus un comportement vertueux finalement des entreprises auprès desquelles ils achètent. Aujourd'hui, on est encore dans la situation intermédiaire dans laquelle la majorité des clients affirment que ce sont des critères déterminants pour le choix des entreprises auprès desquelles ils se fournissent. Dans la réalité de la consommation, on voit bien que c'est encore le prix et que finalement, ça n'a pas un impact aussi gigantesque que ça. Mais c'est en train de bouger, on est dans une situation intermédiaire. Donc, pression des clients, pression des collaborateurs. Aujourd'hui, vous regardez le monde bancaire, par exemple, il y a un nombre de départs absolument gigantesque de jeunes de moins de 35 ans, plus que de départs à la retraite. Parce que fidéliser des jeunes collaborateurs, des jeunes salariés, sans être capable de partager avec eux une vision du rôle de l'entreprise dans la société, au fond, parce que c'est aussi ce qu'ils attendent, là, c'est être incapable de les fidéliser ou incapable de les attirer à l'extérieur à fortiori. Et puis, les investisseurs sont de plus en plus sensibles à ces sujets-là pour deux raisons principalement. D'abord, des raisons liées à leur propre image et investir. Dis-moi chez qui tu investis et je te dirai qui tu es d'une certaine manière. Et donc, la politique d'investissement, notamment des grands fonds, est évidemment un vecteur d'image important, mais également pour des raisons purement financières, parce qu'on sait bien aujourd'hui que investir dans des entreprises très concernées et ayant des engagements extrêmement forts, c'est investir dans des entreprises qui sont beaucoup plus résilientes et qui, sur le long terme, auront une performance bien meilleure. Donc oui, les stratégies d'investissement commencent à évoluer et oui, je pense qu'un dirigeant ne peut pas ne pas tenir compte de ces évolutions dans sa propre gestion de son entreprise. Et, autre question sur la gestion durable, il y avait un article dans les Échos justement aujourd'hui qui est un segment de plus en plus porteur dans la gestion d'actifs, avec beaucoup de fonds en obligations vertes, de labels ISR, de lancement de fonds ESG qui se multiplient. Est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode, une bulle, ou ça va être durable? Non, ce n'est pas un effet de mode, clairement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des comportements opportunistes et qu'il n'y a pas un peu de washing là-dedans. Mais ça n'est pas un effet de mode. C'est évidemment quelque chose qui est durable. Moi, je suis convaincu que dans quelques années, il ne sera même pas imaginable d'investir autrement que dans des investissements ISR ou c'est clair. Déjà, des acteurs comme nous, nous investissons 100% de nos actifs financiers dans une démarche ISR. Demain, nous serons rattrapés par la plupart des investisseurs institutionnels et des grands fonds. Ça me paraît être une évidence. Non, ce n'est pas un effet de mode, ça va durer, bien sûr. En termes de, justement, le thème, c'est donc le curseur, en termes de où le placer, et est-ce que vous, personnellement, vous pourriez avoir une certaine radicalité et toucher à certains dogmes? J'ai interviewé il n'y a pas longtemps Olivier Duhat de Webhelp qui disait qu'on peut aller très loin à condition qu'on ne touche pas à la compétitivité, à la croissance. Voilà. Est-ce que vous pourriez aller plus loin? Écoutez, moi j'ai découvert, si je puis dire, très tardivement ce terme de radicalité. Et jamais j'aurais pensé un jour l'utiliser pour moi-même. Aujourd'hui, je suis convaincu que pour réussir ce nouveau modèle d'affaires, finalement, il faut une forme de radicalité. Il faut aller très loin dans ces engagements et dans la sincérité, j'allais dire, de ces engagements, si on souhaite qu'ils aient un impact véritable
et un effet sur la performance de l'entreprise. Et c'est ça tout le paradoxe. Si on fait les choses à demi, ça ne sert strictement à rien. Parce que si vous faites les choses à demi sur le management, les collaborateurs vont s'en apercevoir et en réalité, vous perdez sur tous les fronts et vous n'êtes pas crédible. Si vous faites les choses à demi sur la relation client, les clients, eux aussi, vont s'en apercevoir, ne vont pas être satisfaits, voient très bien qu'au fond, tout ça, c'est de la poudre aux yeux et que vous n'êtes pas dénué comment dirais-je, d'arrière-pensée purement commerciale de court terme. Et ça ne sert à rien et ce n'est pas comme ça que vous allez les fidéliser. La réaction tout à l'heure d'une sociétaire Maïf qui a toujours été sociétaire Maïf et qui, dont la première réaction est de dire ah mais moi je suis à la Maïf depuis toujours et donc ça montre quoi d'abord? Ça montre une nature de relation extrêmement particulière. Et cette nature de relation et cette fidélité et d'une certaine manière, j'allais presque dire cette fierté d'appartenir à la Maïf, on l'obtient par une forme de radicalité, notamment dans la relation client, dans la qualité de la relation client. Donc s'il n'y a pas de radicalité, je crois qu'on n'a pas de véritable efficacité, et y compris d'efficacité sur la performance de l'entreprise elle-même. Donc oui, moi je dis oui, il y a une forme de radicalité. Et donc vous êtes un dirigeant radical et en termes on assiste en ce moment à une forme de crise de leadership et alors là c'est beaucoup plus global ce dont je parle d'une façon générale et on a l'impression que les grands leaders que ce soit des leaders des dirigeants d'entreprise ou des personnes qui sont à la tête de gouvernements il y a une vraie crise et dans ce monde complètement d'incertitude et on leur demande de surcommuniquer alors qu'ils ne maîtrisent pas tout. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous imaginez le leader pour le monde d'après? Déjà, la première condition au leadership, finalement, c'est pas si éloigné que ça du sujet de la radicalité. On ne peut exercer un leadership que déjà si on est capable d'exercer de vrais choix, de prendre de vraies décisions, d'avoir une véritable vision et des orientations qui sont claires. Je pense que le leadership, il repose en premier lieu sur la capacité du leader à définir une vision dans laquelle le corps social auprès duquel il exerce son leadership se reconnaît, se retrouve et s'identifie. Donc ça nécessite de ne pas être simplement dans l'imitation, j'allais dire, ou dans une forme de tiédeur, mais d'assumer au contraire une vision qui soit propre et d'en tirer les conséquences jusqu'à des décisions opérationnelles très, très précises. Ça, c'est le premier point. Je pense que l'exercice du leadership, il est également très lié à la nature de la relation qui se joue entre le leader et le corps social concerné. Et il faut impérativement à la fois que ce corps social ait une conscience aiguë du fait que le leader appartient à ce corps social. Ça pose tout un tas de problèmes, y compris extrêmement concrets. Par exemple, sur les questions de rémunération des dirigeants. Parce qu'à un moment donné, des niveaux ou des formes de rémunération trop différents de la rémunération des salariés de son entreprise fait qu'on n'appartient plus tout à fait à la même communauté de destin. Or, il faut appartenir à la même communauté si on veut exercer un leadership sur cette communauté. Et puis, la nature des liens particuliers entre le leader et cette communauté, ce sont aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert là aussi un peu sur le tard, mais dont aujourd'hui je suis totalement convaincu, il y a tout simplement des liens affectifs qui doivent exister. Et si les personnes ne ressentent pas, ne perçoivent pas l'existence de ces liens affectifs,
je pense qu'il est beaucoup plus compliqué d'exercer là aussi un leadership. On a vu encore une fois, la crise est un miroir grossissant, enfin pas un miroir grossissant, est une loupe plutôt, et on a pu tous expérimenter plein de choses. Par exemple, dans le contexte de la Maïf, moi j'ai pris l'habitude pendant toute la durée du confinement et du déconfinement d'ailleurs, de poster au moins une vidéo par semaine pour chacun des 8000 salariés de l'entreprise. Et donc, il y a toujours ce petit rituel où, une fois par semaine, je prends mon iPhone, je me filme et je leur raconte un peu la vie de l'entreprise, comment les choses se passent, les difficultés, ce qui marche bien, etc. C'est inouï l'effet que ça produit, parce que lorsque les gens ressentent qu'on s'intéresse à eux, qu'on les considère, qu'on investit du temps pour eux, etc., mais c'est inouï les effets que ça produit. Donc pour moi, leadership, la vision et la capacité, effectivement, soit à travers la radicalité, soit à travers autre chose, mais en tout cas d'avoir sa propre ligne, de l'exprimer clairement et d'en tirer les conséquences, l'appartenance à une communauté et l'existence de liens, un peu affectifs avec cette communauté. Une autre question qui concerne, vous valorisez l'entreprise à mission comme un modèle pour l'entreprise européenne. Pourriez-vous préciser votre vision à ce sujet? Moi, je suis assez convaincu que nous avons déjà perdu pas mal de batailles face aux États-Unis et face à la Chine, et que cette bataille de l'engagement, au fond, de l'entreprise, cette bataille d'un capitalisme peut-être en effet plus engagé, plus éthique, ayant un peu plus de considération à la fois d'ailleurs pour l'homme et pour la planète. Moi, je suis convaincu que cette bataille-là peut constituer pour le capitalisme européen, pour l'Europe, un point de différenciation assez net face au capitalisme américain et au capitalisme chinois. Et ce point de différenciation peut être, à mon avis, extrêmement positif, parce que je crois qu'il va dans le sens des aspirations nouvelles et futures de la grande majorité de la population. D'accord. Autre question, pensez-vous que les Français et les assureurs portent un nouveau regard sur la prévention depuis la crise du Covid-19 ? Oui, alors, toujours pareil, c'est un effet sans doute accélérateur. Ce qui est certain, c'est que la crise sanitaire, d'une certaine manière, nous a fait prendre conscience, ou nous a fait toucher du doigt, en tout cas, notre propre vulnérabilité. À la fois notre vulnérabilité à titre individuel face à la maladie, mais aussi notre vulnérabilité collective de la société dans son ensemble face à une désorganisation totale et un arrêt économique absolument brutal. Cette vulnérabilité, on l'avait sans doute à l'esprit, mais on n'en avait pas une conscience aussi aiguë. Forcément, en prenant conscience de cette vulnérabilité, j'allais dire de manière automatique, les modes de défense face à cette vulnérabilité sont évidemment exacerbés. La prévention, bien sûr, en fait partie. D'accord. Je crois que là, on va clore ce débat. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Pascal Demerger. Merci à nos 3 partenaires, Oliver Wyman, la Cabric et le Global Institute for Business and Society de l'INSEAD. Merci à tous.